À l'occasion de la 15e édition des Ailes à La Rochelle, participez au festival qui questionne la place de la femme dans le monde du travail. Découvrez la série de podcasts Elle libère la parole, qui ouvre le chemin vers l'égalité femmes-hommes en laissant la voix à des personnalités bien variées. Ces podcasts sont réalisés par l'équipe du collectif Action Solidaire. Discrimination, moquerie, violence verbale ou physique, de nombreuses difficultés se posent aux personnes transgenres dans les entreprises. Pour ces personnes, le recrutement, puis l'intégration en entreprise sont jalonnés par de nombreux tabous. Pour preuve, d'après l'étude Indeed France de juillet 2023, Inclusivité et transidentité au travail, pour 87% des candidats et candidates, être ouvertement trans reste souvent un obstacle à l'embauche. La transidentité demeure encore tabou dans les entreprises, pour plus de 8 personnes sur 10. Pourtant, les entreprises ont un rôle à jouer dans la création d'une culture inclusive, qui assure la santé mentale et physique de tout son personnel. Comment mieux adresser la transidentité, pour qu'elle ne soit plus un sujet ? Comment assurer ce changement culturel tangible dans les comportements et les modes de fonctionnement au travail ? Bonjour, je suis Jade, coordinatrice du Festival des Ailes à La Rochelle. Aujourd'hui, nous accueillons Mariana Diaz, femme transgenre, chef d'équipe et ingénieure de recherche. Bonjour Mariana. Bonjour à tous, je m'appelle Mariana Diaz. Je suis femme transgenre depuis environ 2 ans. J'ai bientôt 32 ans. Et actuellement, je dirige un petit groupe de recherche pour une entreprise privée ici à La Rochelle. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment s'est passée ta transition de genre au sein de ton entreprise ? Quand j'étais embauché, j'avais à peine commencé ma transition de genre. J'avais 4 mois d'hormones. Donc, c'était déjà une décision prise, mais ça ne se voyait pas. Donc, j'étais embauché en tant que garçon et j'ai évolué au sein de mon entreprise. Ce qui a créé de différentes problématiques au sein de l'entreprise qui nous ont servi à l'entreprise et à moi pour évoluer jusqu'à aujourd'hui. Ta transition a été faite après ton embauche ? Oui. Oui, même s'il était déjà commencé, ça ne se voyait pas. Donc je pouvais me permettre d'être traité comme un garçon, certains avantages quand tu fais l'embauche avant transition, c'est que tu n'as pas besoin de le dévoiler. Tu n'as pas besoin d'avouer cette condition de genre, en fait. Et dans cette période d'entre-deux, qu'est-ce que tu as ressenti comme différence de traitement ou de discrimination qui ont pu te blesser ou affecter ton bien-être dans ton environnement de travail ? Les gens au sein de l'entreprise, on était plutôt bienveillants, mais je ressentais qu'ils s'éloignaient de moi parce qu'ils ne savaient pas comment me parler ou me traiter. Ils préféraient m'éviter, on va dire. La différence par rapport à cette façon d'agir, c'est que moi je venais le chercher en fait. J'ai une personnalité assez dynamique, assez explosive, et donc c'était moi qui venais parler, venais m'impliquer, et les gens sont finis pour me connaître et ils ont vu qu'il n'y avait rien de différent entre Mariana et la personne d'avant, en fait. Est-ce qu'il y a eu des aménagements de temps qui ont été faits au sein de l'entreprise durant le temps de la transition ou des temps pris en réunion pour poser un cadre, peut-être parler des pronoms ou autres? Alors, la transition des genres a été traitée d'une façon assez discrète. On voulait créer une espèce d'exemplarité. Je suis cadre, donc on voulait éviter des risques ou des problématiques liées
à cette position de chef d'équipe. Mais on voulait quand même éveiller les gens d'une façon plus indirecte. Donc, on a créé un projet de diversité, d'équité, d'inclusion pour d'une façon inhérente à mon service comme chef d'équipe, que les gens se rendent compte que ça existe et que c'est normal. Mais il n'y a pas eu de formation d'identité de genre ou de qu'est-ce que signifient les différents sigles de LGBT. Non. On ne voulait pas nuire le message, en fait. On voulait que ça soit naturel. Le banaliser, en fait. Et voilà, à la fin, c'est normal. Hein. Donc, on voulait lâcher la parole, que les gens puissent parler, mais pas motiver les gens à parler. Et toi, dans ta position de chef de groupe, du coup Ah bah, c'était très intéressant parce que je dirige une équipe assez diverse. Donc, les personnes plus âgées ont pris plus de temps pour s'adapter, pour adapter leur discours et la communication. Mais je savais depuis le début que c'était pas méchant, que c'était plutôt bienveillant. Par contre, avec mes collègues, c'était beaucoup plus compliqué. Des collègues plus masculins, du coup De mes collègues, à l'époque, j'étais la seule femme. Il n'y avait que des garçons en parallèle. Et en fait, mais c'est comme d'habitude, les garçons sont unitaches. Ils ne voient pas l'effet des mots sur certains propos de communication. Donc, par exemple, là, je m'investissais plutôt dans une communication one by one, enfin de leur dire à part, écoute, ce que je viens de dire, ça s'appelle méjorange. Ce que tu viens de dire, c'est plutôt pas trop professionnel, il faut pas le dire. Ou pas devant l'équipe, évite ce type de propos. Mais je pense que ma bataille la plus grande, c'est avec le médecin de travail. C'était nouveau pour cette personne. Et à chaque fois que je demandais un aménagement des postes ou certaines conditions qui n'étaient pas normales pour un garçon de demander, comme l'effet hormonal, comme j'avais besoin d'utiliser plus souvent les toilettes pour faire du talking. C'est une espèce de mise en garde du sexe masculin pour qu'il soit plus discret et qu'il passe plus sur des vêtements féminins. Donc, dans une période de début de la transition, je venais très souvent aux toilettes, mais les toilettes des garçons n'étaient pas aptes pour ça. Je rêvais des toilettes unisex, mais bon, ça n'existait pas. Parce que dans la loi française, c'est séparé. Il faut avoir des toilettes féminines, des toilettes masculines. Et donc, je discutais avec le médecin de travail pour faire une évolution de cette différenciation des toilettes. C'était pas le cas. J'étais banalisé par rapport à cette tâche journalière essentielle, comme c'est d'aller aux toilettes. Et bon, après, j'ai réussi à gérer cette taquine dans mon bureau. Et après, il est venu des problématiques liées aux interventions chirurgicales. Parce que la plupart de ces interventions chirurgicales qu'on fait quand on est en transition de genre peuvent être considérées comme d'esthétique ou de superficiel, du plastique, pas essentiel. Donc, c'était très difficile pour avoir des aménagements de postes hors arrêt maladie. J'étais pas encore apte pour revenir au travail et mon médecin de travail ne voulait pas adapter mon poste. Voilà, ce type de démarche plus en parallèle que vers mes subordinats a été les batailles les plus dures au sein de l'entreprise. Et aujourd'hui, tu dirais que tu as accepté pour avancer et pas laisser ça t'impacter? Ah non, j'ai toujours encore des petites batailles. Hein. Par exemple, le changement de mail, c'était une chose horrible. Mais je pense que même les femmes qui sont divorcées ou
ou qui sont mariées, parce que c'est les femmes qui changent de nom de famille d'ailleurs, ont passé par la même problématique. Tu dois te justifier pour dire, écoutez, cette identité liée à mon mail, ce n'est plus mon identité. Je voudrais que mon mail soit en accord avec ma nouvelle identité légale. Les gens de l'informatique ne comprennent pas ça. Pour eux, c'était bizarre, c'était exceptionnel et difficile à gérer. Il a fallu que ce soit une femme d'ailleurs, en très haute hiérarchie, qui vienne intervenir pour m'aider, pour débloquer le sujet. Et d'autres batailles plus liées à la communication, au fait de connaître ou de savoir qu'est-ce que c'est la dysphorie, qu'est-ce que c'est le fait que parfois je ne suis pas bien parce que j'ai des problématiques liées à cette sensation de ne pas me sentir dans le corps qu'il faut. Mais ça c'est beaucoup plus avancé que mes batailles plus essentielles comme les toilettes ou la communication inclusive. Et du coup, il n'y a pas eu d'accompagnement psychologique, par exemple, pour aider ce sentiment de dysphorie ou même éduquer les autres employés à qu'est-ce que c'est la dysphorie? Je ne voulais pas. Ça aurait été un peu hypocrite de ma part permettre à quelqu'un qui ne connaît pas sur le sujet m'explique ou me donne des conseils par rapport à ma transition de genre. Ce qu'il faut savoir, c'est que à La Rochelle, ça avance très vite, mais il nous manque encore beaucoup en termes d'accompagnement à la transition de genre. C'était trop difficile de trouver le psychologue ici dans le coin, même le médecin traitant, l'endocrinologue. Normalement, on est envoyé vers Bordeaux, vers Nantes. Et donc, je ne voulais pas un accompagnement psychologique qui puisse nuire à mes démarches. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché l'accompagnement plutôt spirituel. Revenir sur mes pas, revenir sur ma famille, sur mes amis. La base, le confort basique, comme un enfant en fait, vers qui tu te tournes, vers les gens vraiment bienveillants, vraiment naturellement bienveillants. Pas un inconnu qui essaie de te dire qu'est-ce que c'est une chose qu'il ne connaît même pas. Et est-ce que tu as reçu des conseils par rapport à comment survivre dans un environnement de travail quand on est en transition de genre ou quand on a fini sa transition? Et qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui traversent ça? Alors, en fait, un peu la différence par rapport aux autres personnes trans qui peuvent passer par la même expérience que moi, c'est que j'ai un côté multiculturel. Euh, j'ai un espèce de background qui n'est pas d'ici. Donc, il y a des avantages, il y a d'avantages. Il y a des points positifs et des points négatifs. Je ne peux pas me permettre à donner des conseils aux gens qui arrivent derrière moi, parce que chaque transition elle est différente. La seule chose que je peux faire, c'est montrer l'exemplarité, le courage qui m'a permis d'avancer tous les jours. Parce que c'est pas facile, hein. Mais si on prend la décision d'entamer ce parcours qui est assez dur, mais qui est épanouissant, c'est parce qu'on le veut. J'ai passé par une période d'androgynisme pendant laquelle j'avais du mal à sortir dehors. Je devais respirer 3-4 fois avant de sortir de chez moi. Et c'était pareil pour entamer une réunion d'équipe ou pour communiquer avec le chef de l'entreprise. Je me sentais parfois pas validé. Mais je pense que ce sentiment de ne pas se sentir validé ou passer par ce syndrome de l'imposteur, je pense qu'on passe tous par là. Bon, un plus que d'autres. Mais c'est juste dire, bon, quelqu'un
quelqu'un l'a fait déjà. Si quelqu'un l'a fait déjà, je peux aussi le faire. Et il n'y avait pas une recette ou une guide à suivre pour entamer le parcours. Ça s'est fait petit à petit. C'est pour ça que ça s'appelle transition d'ailleurs. C'est un chemin difficile. C'est pas d'un moment à l'autre. C'est pas instantané, c'est pas une transformation. Et c'est toi-même que tu construis ces parcours. Et je pense que le plus important, c'est faire le myope et le sourd. Ne pas écouter ces commentaires du couloir. Ne pas regarder les gens qui ont une espèce de regard bizarre vers toi. De toujours penser en positif et penser en fait que les gens sont comme ça. On ne peut pas les changer, les gens. Tu peux te changer, toi. Donc, évite les remarques négatives, prends seulement les positifs. Et surtout, ce que j'ai fait, c'est que je me suis encapsulé dans mon travail. Le travail, c'était ma zone de confort. Donc, j'ai jamais eu de problème de leadership ou de guider mon équipe parce que la même exemplarité de mon travail me permettait d'avoir la main passante et me faire respecter et être exemplaire. Super. Merci beaucoup pour ce témoignage très inspirant, Mariana. Et le chemin est long, mais il est déjà entamé et on peut célébrer, je pense, tout ce que tu as déjà parcouru et tout ce qui reste à parcourir. En tout cas, merci encore pour ta présence. Non, merci pour l'invitation. Et encore une fois, je remercie beaucoup l'entreprise où je suis. C'est pas évident pour eux, c'est pas évident pour moi, mais c'est un chemin commun que comme société, on devrait tous entamer. La diversité, c'est la clé, en fait. Mais il n'y aura pas de diversité sans inclusion. Voilà. Pour rappel, Des Ailes à La Rochelle, un festival qui aura lieu tout au long du mois de mars 2024. Au programme, ateliers, débats, rencontres, projections de films et de nombreux autres événements. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt.